On ne peut que se féliciter de ce dynamisme de l'activité qui, certes, a été complexe à monter, mais qui prospère. Alors, on s'en félicite d'autant plus parce que c'est un modèle qui promeut un mécanisme d'accession sociale à la propriété à des prix durablement abordables. Et ça, c'est un principe qui coche vraiment les missions de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts. Et on y est très attaché. On est très attaché à cet objet et pas à d'autres objets. On pourra y revenir, notamment quand on voit comment les opérations évoluent dans le temps. Alors c'est un modèle qui se nourrit, vous le savez très fortement, de financement à très long terme, qui est un des atouts que propose la Banque des Territoires à travers ses fonds d'épargne. Et là aussi, ça nous permet d'accompagner très fortement le dispositif. Alors c'est un modèle qui n'est pas encore totalement stabilisé. On le voit, il y a des débats sur le niveau de la redevance, sur le niveau de décote, sur les risques, les parts de risque que doivent prendre les organismes. Et donc tout ça doit continuer à évoluer. Donc il y a des nouvelles questions, des nouvelles problématiques qui émergent. Donc l'engouement du dispositif, alors je pense que ça a dû être évoqué aujourd'hui, pose la question du nombre d'OFS par territoire, ce qui est un développement extrêmement important. Ça pose aussi la question de savoir quelle programmation on doit faire pour les logements en BRS et à quel endroit. Je sais que vous avez débattu aujourd'hui des problématiques très opérationnelles de gestion des opérations dans le temps, avec notamment les problématiques de revente et de pérennisation du modèle d'accession sociale à la propriété, qui est un point extrêmement important auquel on est très attaché, qui constitue l'objet de notre financement et pas autre chose. Et puis il y a des problématiques qui apparaissent aujourd'hui aussi, qui sont nouvelles, notamment liées à la conjoncture et à la conjoncture financière, avec cette période d'augmentation des taux d'intérêt, d'augmentation de l'inflation, avec des capex qui sont plus importants, des opérations plus difficiles à équilibrer, avec des accédants qui ont des conditions d'accès probablement plus compliquées avec la hausse des taux d'intérêt. Et là-dedans, un taux du livret A qui va connaître une hausse en 2023-2024, mais pour lequel on est assez serein. Alors, je vous rappelle qu'on prête jusqu'à 80 ans, donc les aléas de conjoncture financière, finalement, ont des impacts un peu de second rang dans le dispositif. Bon, voilà. Mais moi, je retiendrai en tout cas que c'est quelque chose qui est très dynamique et encore un creuset d'innovation pour lequel on est toujours très heureux de poursuivre notre accompagnement. Alors on sent que vous êtes allant sur le dispositif. Il n'empêche, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui observent que l'accès au financement de la Banque des Territoires est plus compliqué pour les OFS que ça ne l'est pour le secteur locatif social. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre sur ce point ? Alors je dirais tout d'abord que l'accès au financement passe par l'accès à nos directions régionales et que nos directions régionales, elles sont tout autant à l'écoute des besoins et des demandes en matière de logement social que d'accession sociale et d'accession sociale en modèle OFS-BRS. Alors ensuite, si on veut se poser la question des diligences attachées au financement, il est clair que financer une opération en accession sociale à la propriété en OFS-BRS, compte tenu des singularités associées à ces opérations, ne sont pas les mêmes qu'en matière de logement locatif social. Et ça, je pense que tous ceux qui sont dans la salle, et en particulier les experts, comprennent bien ce de quoi je parle. Et notamment, vous savez que c'est un modèle qui se nourrit, et en France en particulier, d'un montant de dette extrêmement important. Alors, on est attaché d'ailleurs à ce que cela ne soit pas que de la dette. Vous savez, on exige un peu de fonds propres. Mais la place de la dette est très importante et donc sont attachés à ces éléments, des éléments de diligence. Donc au final, quand on compare un montage d'opération en accession sociale, en BRS, avec un logement locatif social, c'est différent, mais ça ne doit pas être plus compliqué dès lors qu'on a notamment passé l'étape de la création de la structure et des effets d'apprentissage qui sont liés à la création de la structure, à la création de premières opérations. On a souvent la perception d'une complexité liée à ces effets d'apprentissage, qui d'ailleurs peuvent être liés à l'opérateur, mais aussi aux financeurs, à nos équipes en région,
voilà, sont pas forcément toutes rodées à des opérations qui, là encore, ont toutes leurs particularités et auxquelles il faut apporter des réponses sur mesure. C'est ça, donc en fait, c'est au niveau des directions régionales que vous renvoyez les organismes, et c'est là où vous avez aussi peut-être encore un besoin de formation, peut-être, ou de faciliter l'appréhension du dispositif. Vous le disiez, il y a des niveaux de redevance différentes, des approches territoriales et des besoins différents dans les différents organismes, et c'est là où peut-être il y a encore des choses qui seraient à parfaire. À parfaire, alors évidemment, on peut toujours progresser. Ce sont vraiment nos directions régionales, en tout cas, qui sont les interlocuteurs sur les territoires. Donc, ce n'est pas nous au siège hein, qui avons cette relation. Donc, c'est vraiment la relation avec tous les opérateurs, elle se fait en région. Et c'est vrai que voilà, dans la masse des missions des directions régionales et dans la proportion que pèsent aujourd'hui les opérations d'accession sociale, ce n'est pas leur cœur de métier. Et évidemment, il y a encore des collaborateurs qui découvrent les sujets. Et tout ça, évidemment, nécessite de part et d'autre peut-être un peu plus de dialogue. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas mentionné en début de cette séquence, mais évidemment, il y a des micros qui circuleront à l'issue. Je propose qu'on fasse un premier tour de table et vous pourrez éventuellement poser vos questions si vous le souhaitez à tous nos intervenants. Merci beaucoup, Pierre-Laurent. Du côté d'Action Logement, cette fois, avec vous, François Baude, il y a une enveloppe de 200 millions d'euros qui a été mise à disposition des OFS pour accélérer la production de BRS. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la consommation de cette enveloppe ? Alors, donc cette enveloppe de 200 millions, on l'a lancée en mars 2021. Elle a été initiée dans le cadre du plan d'investissement volontaire. Hein, donc c'est un plan d'action qui est contractualisé avec l'État, qui se termine en cette fin d'année, qui a été monté sur la base d'un effort de mobilisation de nos réserves et sur en fait l'utilisation d'emprunts sur les marchés financiers à des conditions compétitives. L'objet, c'était d'accélérer en fait l'émergence du BRS, en fait aider vraiment au démarrage du BRS. Donc il y a un effort qu'on considère assez massif de notre part. Et on atterrira vraisemblablement d'ici la fin de l'année à un accompagnement de 9000 logements en BRS, avec un financement auprès des acteurs de près de 130 millions. Et les 70 millions restants ? Pardon ? Les 70 millions restants ? Dans le cadre de ces contrats, il n'y a pas de solde en fait. On s'arrête aux 130 millions. Voilà. Très bien. Non. Et ça, c'était pour l'enveloppe actuelle ? C'est pour l'enveloppe actuelle. On sait que Action Logement est en train de discuter de sa prochaine convention quinquennale qui fixera les emplois sur lesquels il pourra affecter des enveloppes. Est-ce qu'on a une petite idée ? On sait que les négociations sont en cours et qu'elles sont peut-être un peu compliquées. Est-ce qu'on sait quelle somme pourrait venir appuyer demain le dispositif des OFS-BRS ? Alors, bon, pour comprendre chez Action Logement comment se monte en fait l'action future, ça commence toujours par une conciliation entre les partenaires sociaux qui fonctionne assez bien, et puis ensuite une négociation donc, avec l'État qui intègre notamment les budgets. Et donc cette négociation, elle est en cours aujourd'hui. Hein. J'ai envie de dire que pour Action Logement, l'accession, ça fait partie de son ADN depuis toujours, hein, et que le BRS en fait partie, que le BRS, on y a cru depuis le tout début, et qu'on y croit encore. Maintenant, malheureusement, je ne peux faire aucune annonce pour 2023 à ce stade. On peut l'imaginer, mais en tout cas, vous avez le souhait, si la Convention vous le permet, de continuer à accompagner le... C'est pour nous un bilan qui est vraiment très très positif, cet accompagnement des OFS. Merci beaucoup. On aura peut-être des questions pour vous dans un second temps. Du côté du Crédit Agricole, on a 3 représentants franciliens, non peut-être pas pour Monsieur Léré. Le financement, on échangeait un petit peu tout à l'heure avant d'arriver sur cette séquence, le financement des acquéreurs n'est pas toujours aussi fluide peut-être que ce que les OFS aimeraient, indépendamment des éléments conjoncturels qu'évoquait Pierre-Laurent il y a 5 minutes. Comment
une banque mutualiste et régionalisée comme le Crédit Mutuel peut répondre de manière uniforme et réactive? Vous nous avez confondu Crédit Agricole, Crédit Mutuel, mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi, c'est la fin de journée pour moi aussi. Je vous assure que je n'ai pas commencé le cocktail. Mais oui, effectivement, toutes mes excuses. Je suis vraiment navrée. Donc, Aucun problème. le Crédit Mutuel, peut-être que j'annonce une régionalisation du Crédit Agricole demain. Je ne sais pas, c'est peut-être un scoop. Une banque régionale également. Je sais aussi, c'est pour ça que je pense que je me suis trompée en fait. Mais donc comment la banque mutualiste que vous êtes, peut répondre de manière uniforme et réactive aux demandeurs? Alors en fait, le Crédit Mutuel s'est intéressé assez tôt en fait à ce dispositif du BRS dès 2019 parce que c'est un dispositif qui apporte une offre de logement nouvelle, logement abordable. Ça permet à des clientèles modestes, des jeunes couples, des familles monoparentales de revenir dans les centres-villes et en fait, pour répondre à votre question, au début, c'est un nouveau dispositif. Nous avons commencé par essayer de convaincre nos dirigeants, d'abord, qui nous ont donné le feu vert pour soutenir ce dispositif. Et comme tout nouveau dispositif, au début, nous avons tâtonné, nous avons progressé, j'espère. Et par exemple, je pense que ça peut répondre en partie à votre question. Depuis les dernières rencontres qui se sont déroulées à Anglette, nous avons insisté sur la mise en place d'une consolidation si vous me permettez l'expression, de notre offre administrative, notamment informatique. Au Crédit Mutuel, plus de 90% des agences sont prises, plus de 90% des décisions, sont prises en agence. Et nous voulons que pour le BRS, il en soit de même. Il ne doit pas y avoir de dossier qui remonte au niveau régional à ce niveau-là. Et pour ça, il faut qu'il y ait une procédure informatique qui soit très fiable et qui soit en fait sur le poste de travail de nos chargés de clientèle. Alors, c'est une partie de la réponse. Nous avons dans toutes les régions des relations de plus en plus importantes avec tous les OFS et ici ou là, nous mettons en place, comme nos confrères mutualistes, des financements. Nous répondons à la demande. Alors peut-être que dans cette réponse, si vous me le permettez, j'aimerais partager avec la salle, avec les intervenants sur cette estrade, peut-être quelques interrogations, notamment au niveau des redevances. Nous constatons qu'il y a quelquefois une grande disparité entre le montant des redevances et nous nous demandons s'il ne serait pas opportun de plafonner ces redevances. C'est un sujet qu'on met sur la table. Et un peu dans le prolongement de ce qu'a dit Pierre Laurent, au nom de la Banque des Territoires, j'aimerais aborder le sujet du PTZ également. Il ne vous a pas échappé que le PTZ s'arrêtait dans les textes au 31/12/2023. Bien sûr, la profession bancaire, enfin je pense, va se battre et les opérateurs immobiliers vont se battre pour que le dispositif soit prolongé. Mais s'agissant encore une fois des acquéreurs de BRS, le sujet peut-être d'autant plus important que on a dans la plupart des cas, dans la très grande majorité des cas, affaire à des primo-accédants et sans PTZ, je n'ose pas y penser. Et également, puisqu'il s'agit du PTZ, si, comme on peut l'espérer, le dispositif est prolongé, peut-être qu'on pourrait se battre, pourquoi pas, tous ensemble, collectivement, sur une dérogation au PTZ pour la revente du BRS. Enfin, je n'insisterai pas, Pierre Laurent l'a fait, sur les difficultés actuelles. Nous vivons une période délicate avec une forte inflation, une remontée forte des taux de marché également, une remontée des taux bancaires, avec une friction avec le taux de l'usure. C'est d'autant plus, j'ajouterai également les obligations du Haut Conseil de stabilité financière, c'est d'autant plus prégnant
pour les acquéreurs de BRS. Merci Guy Léré, cette fois-ci je ne me trompe pas. Et je me tourne donc vers Martin Thual du Crédit Agricole Île-de-France. Cette fois-ci c'est bon. Bonsoir. Un peu la même question, comment un réseau bancaire comme le vôtre s'organise pour faire face à des demandes, puisqu'on a vu ce matin qu'en Île-de-France, le BRS était un produit qui prenait et il y avait une demande croissante. Comment vous pouvez répondre à ces attentes ? Eh bien, déjà, je dirais, avant tout, on n'a pas du tout la profondeur et l'expérience qu'a le Crédit Mutuel, puisque nous, on se lance en fait dans le BRS, mais on se lance en se disant qu'on a toute raison d'y aller et toute raison d'y être, en fait. Je crois que ça fait déjà partie de l'ADN des banques mutualistes, d'être utile au territoire et d'être un acteur du développement économique de nos régions. Alors, moi, en tant que représentant du Crédit Agricole d'Île-de-France, en plus, la problématique du logement sur la région, enfin 12 millions d'habitants, 10% de mal logés, c'est plus d'1,2 million, 52% de locataires, on est face à une situation où on se dit que finalement, quand on voit des opportunités comme le BRS arriver, on a besoin, nous aussi, de compléter finalement l'offre d'accès à la propriété qu'on peut proposer. Et donc, bon, on est un petit acteur, mais on a quand même certains départements en Île-de-France où on dépasse les 10% de part de marché, dans un marché qui est très morcelé. Donc on se dit qu'on a ce rôle à jouer. Mais pour le jouer, il faut avoir une organisation qui réponde à peu près aux attentes et aux aspirations des différents partenaires. Donc on a pris un peu notre temps, mais aujourd'hui on est prêt et on lance une offre. En fait, on va la lancer d'ici, je pense, on va profiter de l'occasion de ces journées de rencontres pour pouvoir communiquer dessus, puisqu'on est enfin en mesure de proposer des offres BRS aux acquéreurs. Donc en fait, on a commencé à structurer toute une organisation, ce qui fait qu'une fois qu'on aura signé une convention d'indication avec les OFS pour chacun des programmes, et bien ensuite on met à disposition des pôles qui sont au plus proches en fait des acquéreurs, puisqu'on en a 4 sur l'Île-de-France, des pôles avec des spécialistes du montage de crédit immobilier. Qui ont l'habitude, puisque d'habitude ils travaillent soit avec les dossiers qui nous sont sourcés via les réseaux digitaux, via Internet en fait, ou les dossiers amenés par les courtiers. Donc c'est des experts en termes de montage. Ils vont pouvoir faire cette prise en charge au plus proche, en amont, et en lien avec les acquéreurs, avant de finalement, une fois que les dossiers auront abouti, pouvoir les affecter en agence pour le développement d'une relation bancaire assez classique. Et donc, on a signé aussi une convention avec Crédit Logement la semaine dernière, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler avec le cautionnement de Crédit Logement. Donc, l'organisation est prête et elle est, si vous voulez, affûtée. Et ce sera une offre, évidemment, qui sera éligible aussi au PTZ et à nos offres d'immobilier durable qu'on a pu aussi dessiner ces derniers mois et ces dernières années. Merci. Vous vous lancez, alors peut-être que vous n'avez pas encore le recul qu'a Guy Léré à côté de vous, mais est-ce que la question de la redevance a été abordée à 2 reprises par Guy Léré, mais aussi par Pierre Laurent de la Banque des Territoires? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous pose question? D'autant qu'effectivement, on en a parlé ce matin, chaque organisme foncier solidaire a son propre modèle, a aussi ses propres contraintes de territoire, des prix de foncier qui ne sont pas les mêmes, et donc, in fine, des prix de redevance qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui vous pose question? C'est forcément quelque chose qu'on va regarder dans les montages qui nous sont proposés, mais je vous dirais qu'on n'a pas encore le recul que peut avoir un établissement comme le Crédit Mutuel pour avoir une position aussi affirmée. Mais j'entends tout à fait les remarques de mon collègue. D'accord. Et donc l'offre, vous la lancez officiellement, vous nous en parlez aujourd'hui, elle sera officialisée quand? Alors, on va l'officialiser dès, je pense, aujourd'hui. Enfin, on est en mesure, tout le monde est équipé, on informe tout notre réseau, mais les équipes sont formées. Donc on va faire, je pense, un peu de communiqué de presse, un peu de communication. Donc on est prêt. Donc c'est pour ça qu'on est prêt à y aller dès aujourd'hui. Merci. Sabine Reslinger, vous êtes là pour le réseau de Caisse d'épargne Île-de-France. Quelle est votre action sur le financement des OFS BRS et qu'est-ce que vous pouvez proposer et quelle est votre appréciation du dispositif? Alors, bonsoir à tous. Le déploiement de l'offre BRS, elle existe depuis plus de 2 ans à la Caisse d'épargne Île-de-France. Elle est en forte progression et on voit là que depuis sur le dernier semestre 2022, on a vraiment une explosion des demandes de financement. Nous, on fait partie des premières caisses à faire le financement, à côté de Rhône-Alpes. Ça, c'est assez normal puisque aujourd'hui, l'offre en accession
Le BRS a vraiment pris le dessus sur le PSLA, par exemple. Donc aujourd'hui, en fait, on a répondu à une demande de nos clients. Les bailleurs sociaux et les OFS, on a co-construit en fait un partenariat. Parce qu'en fait, dans notre ADN, c'est vraiment d'être proche du territoire et de répondre à des problématiques que nous demandent nos clients. Et typiquement, on fait partie des premiers financeurs, des premiers BRS sur l'Île-de-France, notamment, je pense à Kremlin-Bicêtre et Romainville. Et je remercie en fait la coopérative foncière francilienne, puisqu'en fait, on a signé la première fois la convention avec eux. Je remercie M. Chevet, M. Laforêt et Mme Hagman, puisqu'ils nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, notre processus, il fonctionne. Alors, comment il s'établit ce processus? Il s'établit en fait en 3 grandes étapes. La première étape, c'est la signature d'une convention de partenariat avec l'OFS, puisque nous, on veut lire un petit peu le bail preneur. C'est important pour nous de voir en fait ce qui va être vraiment signé par le preneur. La deuxième étape, c'est la signature de la convention d'apporteur d'affaires, d'indication d'affaires, pardon, entre l'opérateur BRS et la Caisse d'épargne Île-de-France. Et la troisième étape, qui est la plus importante, c'est la centralisation de toutes les demandes de financement BRS dans une seule agence unique, qui est l'agence Habitat, qui est située au siège social. Ça a été très important pour nous qu'on ait une mobilisation d'une équipe formée sur ce sujet, parce que le BRS, c'est un produit nouveau. On ne voulait pas aujourd'hui le développer en agence, parce que entre le PSLA, l'accession abordable, c'était un nouveau sujet. Il fallait qu'on maîtrise toute la chaîne. Donc cette équipe, elle est formée, elle attend les dossiers de BRS, puisque il y a des questionnements qui sont assez spécifiques au BRS, notamment les personnes qui étudient ce dossier. Elles savent qu'il faut demander un certain nombre de documents, notamment l'agrément à l'OFS. Elles savent aussi que dans le calcul de l'endettement, il faut rajouter la redevance. Donc tous ces éléments sont maîtrisés par cette équipe. Donc c'est très important pour nous. Et à la Caisse d'épargne Île-de-France aussi, on n'a pas mis un barème spécial BRS. Pour nous, c'est un financement immobilier et on tient à pas différencier un prêt PSLA d'un prêt BRS. Donc il n'y a pas de barème. On étudie tous les dossiers et on répond à une problématique de territoire. Merci. Donc effectivement un système un peu différent de ce que vous aviez mis en place notamment. Il nous reste un petit moment pour des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de livrer vos expériences, témoignages, interroger les intervenants. Je sais que c'est la fin de journée. Il y a des micros qui peuvent circuler. Alors en attendant peut-être que quelqu'un se décide à poser une question, vous avez parlé du fait que l'offre était la même, que c'était le produit BRS était un produit immobilier comme les autres. Actuellement, ça sera abordé demain, il y a un atelier et il y a une table ronde sur l'inflation, mais ça a été dit, la conjoncture a changé, les taux remontent, le taux d'usure est ce qu'il est. Comment vous appréciez le risque, enfin, est-ce que le fait que finalement les acquéreurs soient dans le cadre d'un dispositif sécurisé avec un OFS derrière, est-ce que c'est quand même facilitant peut-être pour permettre l'accès au crédit alors qu'on sait que ça se complexifie pour tout le monde? Ce serait une question pour vous trois. Oui, bien sûr que le BRS, ça apporte un produit beaucoup plus sécurisé. Mais quand je disais qu'on étudie le dossier de la même façon, c'était pour dire qu'en fait, que nous, on a un dossier PSLA ou BRS, il y a des calculs qui sont faits et il faut vraiment respecter le taux d'usure. Mais en soi, on n'a pas créé un barème spécial et notre volonté, c'est vraiment de répondre à toutes les demandes de financement. Et vous êtes sur des taux fixes? Oui, sur un taux fixe, oui. Merci. Aujourd'hui. D'accord. Même question pour vous? Taux fixe, et puis en fait, on est, monsieur, je faisais référence tout à l'heure, on a aussi non seulement le respect du taux de l'usure, mais aussi des normes, ce qu'on appelle HCSF, du Haut Commissariat à la stabilité financière, auxquelles on ne peut pas déroger. Néanmoins, l'attractivité du BRS, c'est quand même le prix d'acquisition du bien qui, normalement, facilite le fait d'avoir un taux d'effort, finalement, qui rentre dans les attendus.
Merci. Et du côté du Crédit Mutuel? Alors, en ce qui concerne le Crédit Mutuel, de même, il n'y a pas de spécificité dans notre offre pour le BRS. C'est notre offre complètement classique, c'est-à-dire il n'y a pas de handicap ou de bonification par rapport aux acquéreurs de BRS. Taux fixe également, d'une manière générale d'ailleurs, comme pour l'ensemble de notre clientèle, pour l'instant, il n'est pas question de recourir au taux variable. Si je me suis permis de faire le lien avec la période délicate que nous vivons, c'est quand même qu'on le sait, enfin au Crédit Mutuel c'est le constat qu'on a fait, mais je pense que c'est un peu valable pour, pour toutes les banques, les primo-accédants font partie des clientèles qui sont un peu plus en difficulté dans ce contexte de financement. Et forcément, puisque les acquéreurs de BRS sont pour la grande majorité des primo-accédants, on peut faire le lien avec les difficultés qu'on a actuellement dans ce contexte, encore une fois, délicat. Merci. Vous avez encore une opportunité, une chance de poser une question si vous le souhaitez. Ah, je vois une main qui se lève tout au fond. Bonsoir, Céline Priem, logée au Seine, je suis sur la Normandie. Juste pour vous faire un petit retour d'expérience, un petit retour terrain, nous on constate malheureusement que nos dossiers en BRS, on a plus de refus, on va dire, sur les dossiers qui sont présentés en BRS que ceux qui le sont en vente HLM ou en PSLA. On a des dossiers qui sont parfois refusés pour du BRS 9 et on les propose sur des offres, des biens en PSLA même plus chers et qui sont validés auprès des banques. Donc c'était juste pour un petit peu vous donner un retour de terrain. Peut-être que c'est propre à la Normandie, je ne sais pas, mais je l'ai évoqué dans un autre atelier où effectivement nous... on a peut-être, est-ce une frilosité des partenaires avec lesquels on travaille hein, ou des personnes en agence, mais c'est des dossiers qui sont un peu plus difficiles à faire passer. L'idée n'est évidemment pas de faire du name shaming comme on dit, mais est-ce que les réseaux avec lesquels vous travaillez sont ici ou pour avoir peut-être l'opportunité pour eux de répondre directement? Ça, c'est pas sympa comme question. Non, mais c'est juste, je vous demande pas de me dire lequel. Non, mais oui, non. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on fasse répondre? Moi, je peux répondre par contre à la dame. Allez-y. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est en caisse régionale. Et donc, nous, ce qui se passe en Île-de-France, en fait, c'est pas un copier-coller dans les autres caisses. Nous, c'est vraiment une décision au niveau de la caisse de accompagner le dispositif BRS. Aujourd'hui, nos collègues dans d'autres caisses, ils prennent des décisions qui leur sont propres sur leur terrain. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché où il y a vraiment une densité et la rareté du foncier. Dans d'autres régions, on n'a peut-être pas ces mêmes typologies de problématiques. D'accord. Guy Léry, vous avez pris le micro. Oui, pour corroborer les propos de ma consoeur, effectivement, ça peut être lié au territoire. Il est clair que dans des territoires fortement tendus, il sera peut-être plus facile pour un banquier de financer un acquéreur de BRS, alors que si on est dans une zone quelque peu détendu, ça pourra être différent et effectivement ça peut influencer la position et la décision du banquier. On n'a pas prévu, nous, au Crédit Agricole d'Île-de-France, d'avoir une politique plus restrictive face au dossier de BRS. Enfin, pour nous, on va le prendre comme un dossier parmi d'autres, et aussi, un peu comme à la Caisse d'Épargne, on est souverain dans la façon dont on établit nos politiques de risque. Et il n'y a pas de spécificité particulière, en tout cas. D'accord. Et il y en aura dans les contrats, évidemment, dans les façons de construire les dossiers, mais pas strictement sur les exigences. C'est pas comme ça qu'on l'a prévu. Ok, donc c'est pas quelque chose de systémique sur une prise en compte du BRS qui serait différente d'autres produits d'accession. Est-ce que vous avez une autre question, monsieur? Si on peut lui donner un micro. Alors il y a deux questions. Une, et puis après, il y a... je crois... On fait courir. Non, oui, c'est une réaction là
on a parlé des financements des acquéreurs, c'est très important et je pense qu'il faut que dans chaque OFS, il y ait un lien partenarial fort avec les banques pour bien expliquer ce que c'est. Donc il y a un effort de pédagogie. Mais là, je crois que du côté d'Île-de-France, vous avez fait un très très bon travail et c'est parfait. Moi, je voudrais parler des financements des OFS dans les acquisitions du foncier. Il y a un partenaire là qui est autour de cette table et que je voudrais saluer parce que Action Logement, pour nous, est l'acteur essentiel de notre équilibre économique du modèle d'OFS que l'on a monté dans le lien emploi-logement qui est un lien qui aujourd'hui doit s'ancrer et doit être franchement la première réaction que l'on doit avoir dans l'approche en matière de logement, compte tenu aujourd'hui de la politique en matière d'offre de logement en adéquation des emplois que l'on crée. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est attention Action Logement, ne nous lâchez pas, nous, on est en train de partir en plein galop, ne nous lâchez pas en pleine course. Votre travail est très important pour nous et on aime ce travail parce qu'en fait, le lien avec les entreprises fait qu'on a des commercialisations aussi qui font qu'automatiquement, on a des commercialisations très facilisées dans le sens où il y a de la pédagogie qui est derrière, il y a de l'explication qui est faite à la fois par Action Logement et l'OFS. Voilà, c'est ça que je voulais rappeler ici et de peser tout votre poids pour que ces enveloppes soient renouvelées. Voilà. Ok. Je voulais vous dire en fait que pour en tout cas Action Logement, le BRS maintenant fait partie du paysage des dispositifs logement abordables. C'est une évidence. Malheureusement, je vous dis, je ne peux toujours pas dire quoi que ce soit. Par contre, je vous invite à ne pas hésiter à nous remonter vos commentaires, vos idées. Comment dire, pour qu'on voit l'avenir sur ce dispositif. Voilà. Une autre question, je crois. Oui, après cette déclaration d'amour à Action Logement, alors je souscris effectivement que Action Logement est un partenaire très important du BRS, mais il n'en reste pour moi que la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts, et quand même sans la Banque des Territoires, les opérateurs, en tout cas HLM, ne pourraient pas faire du BRS grâce à des prêts de très long terme. Donc je pense que ces deux acteurs sont des acteurs majeurs et avec qui il faut qu'on continue de cheminer, même si voilà, on a encore des choses même sur lesquelles on doit progresser aussi, même avec la Banque des Territoires. Moi, je voudrais m'adresser également aux autres banques qui sont également, avec qui on travaille aussi sur nos territoires. Et particulièrement par rapport à ce que vous avez dit, monsieur du Crédit Mutuel, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, je suis navré. Guilheré. Sur le fait qu'on est dans une période de fragilisation de notre public. C'est vrai que le contexte économique n'est pas facile. La hausse des taux également rend les choses un peu plus complexes. Néanmoins, vous savez que notre activité d'accession, et notamment par le biais du BRS, est extrêmement sécurisée. Et je voulais savoir du coup, est-ce que ces paramètres, cet élément-là est pris en compte puisque nous avons très très peu de sinistres en fait, et nous avons toujours été présents pour accompagner nos acquéreurs, indépendamment des garanties de rachat qui existent, etc. Enfin voilà. Donc je voulais savoir, est-ce que cette notion de sécurisation est intégrée dans vos ratios, dans votre décision de financer nos clients? On a besoin dans cette période que nos accédants soient accompagnés. Et pour nous, c'est fondamental que vous puissiez continuer à nous accompagner. Alors, bien sûr, la sécurisation joue un grand rôle, mais ceci dit, pour les autres primo-accédants, enfin, il n'y a pas de différence d'appréciation par rapport aux primo-accédants. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce contexte, effectivement, il affecte, encore une fois, et je crois que c'est vrai pour
pour tous les banquiers, il affecte davantage certaines cibles. On en discute régulièrement avec la Banque de France, la friction avec le taux de l'usure, l'âge, le coût de l'assurance emprunteur, selon qu'on fume pas. C'est des éléments qui sont pris en compte, qui ne dépendent pas tellement du banquier. Et d'ailleurs, on peut dire que je me permets de parler au nom de tous les établissements mutualistes, l'activité de crédit, même si elle est en diminution au mois d'octobre, au mois de septembre, elle reste relativement soutenue. Et l'année 2022 sera quand même, sur ce plan-là, les résultats seront très importants. Ça veut dire que les banquiers, notamment les mutualistes, encore une fois, n'ont pas augmenté leur taux comme ils auraient dû le faire, et que quelquefois, ils travaillent même à contre-marge. Alors oui, nous allons continuer à financer, comme nous l'avons fait, les acquéreurs de BRS, mais on ne peut pas faire abstraction de ce contexte qui, encore une fois, risque de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne l'étaient, par exemple, au début de l'année 2022 ou bien sûr en 2021. Merci. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Non, je souscris à ce qui a été dit. En fait, et je le répète, il n'y a pas de décision de risque renforcée qui fait qu'on exigerait un buffer supplémentaire quand on fait le prix pour un BRS. C'est pas exactement ça la logique. C'est justement, on va les prendre comme des clients classiques. La question que vous évoquez, c'est une question qui est bien différente, qui nous arrive sur des très bons dossiers qu'on considère solvables, de ne pas passer le taux de l'usure, donc de ne pas être en capacité de faire. Donc c'est un autre problème qui est assez conjoncturel, puisque en fait on a une augmentation des taux qui a été très rapide et qui explique que parfois, quand on veut continuer à accompagner nos clients, on est obligé de faire des marges négatives, mais donc on ne peut pas avoir la même politique de distribution quand vous êtes face à une situation de marché où les taux ont augmenté tellement vite que le taux de l'usure n'a pas suivi. Voilà. Merci. Une question devant, si on peut amener le micro. Devant. Levez la main qu'on vous voit bien. Voilà. Merci. Oui, c'est pour revenir au financement des acquéreurs. Monsieur Leray, vous avez dit que vous étiez quand même plutôt favorable à une redevance qui soit capée. On peut dire ça comme ça. La question qui se pose, c'est la redevance, effectivement, c'est important. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante non plus, mais comment vous, dans les dossiers qui sont étudiés, ça va être très précis, vous travaillez sur le prix de vente, parce qu'on peut avoir un prix de vente très peu élevé, avec une redevance un peu plus élevée par rapport à vos normes. Et comment vous étudiez ce type de dossier-là? Je demanderai à tous les banquiers qui sont là présents, parce qu'on peut avoir une redevance assez élevée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire assez élevé, mais un prix de vente très très bas, donc une meilleure solvabilisation des acquéreurs, avec un prix de vente bas qui est compensé par une redevance un peu élevée. Parce que voilà. Alors je vais répondre en deux temps, si vous le permettez. D'abord, s'agissant du plafonnement de cette redevance, c'est un sujet que je me permets de mettre sur la table. Au Crédit Mutuel, nous en avons parlé et nous constatons qu'il y a quelquefois des différences très importantes. Et je ne dirais pas que ça nous perturbe ou ça nous déstabilise, mais ça nous intrigue. Et même si on peut le comprendre selon les territoires, selon les OFS qui portent le foncier, effectivement, ça nous interpelle et c'est un sujet, encore une fois, qui peut être débattu et je n'ai pas d'idée en ce qui me concerne préconçue par rapport à ça. La redevance, c'est un élément de l'étude du financement et de l'endettement de l'emprunteur à part entière. Et donc voilà, on n'y attache pas plus d'importance que ça, mais on prend bien sûr le niveau de la redevance dans le niveau d'endettement de l'emprunteur. Merci. Martin Thual, Sabine Resslinger, pour vos réseaux respectifs. Non, mais pour dire la même chose, en France, quand on fait du prêt immobilier, on prête sur la capacité de remboursement.
Et la capacité de remboursement, en fait, on va mettre en face des revenus les charges. Donc forcément, on va mettre des nouvelles charges que sont la redevance, et on va le rapporter aussi au coût de l'investissement pour l'acquisition finalement du bien. Et c'est cet ensemble qui va nous déterminer si, à quel type de clientèle ça peut s'adresser, et si les dossiers qu'on nous présente sont solvables. Mais on n'est pas sur la valeur de la garantie, comme ça peut être le cas en Angleterre par exemple. On est sur vraiment la capacité à rembourser. Donc je pense que c'est dans cette optique-là qu'on parle d'unifier un peu, mais on n'est pas encore rentré dans ces débats au Crédit Agricole. Voilà. Merci. Sabine Resslinger. Nous, à la Caisse d'épargne, c'est pareil. La redevance fait partie du calcul de l'endettement. Et nous, si c'est 2 €, c'est 2 €, 3 €, c'est 3 €. En fait, on n'a pas forcément d'avis. Mais est-ce que vous rejoignez oui, Guy Leray sur bien sûr. le côté perturbant peut-être de redevance, la géométrie variable de votre point de vue? Alors, je vous avoue que moi, je ne suis pas sur la partie financement de l'acquéreur. C'est demain, vous aurez mon collègue vous pourriez lui poser la question. Moi, je vous avoue que je ne saurais pas y répondre pour la Caisse d'épargne. Suspense pour demain matin. On a encore le temps pour une dernière question, peut-être? Je ne sais pas s'il y a une personne, un témoignage. Allez-y, monsieur. Bonjour, Christian Hab, une coopérative HLM en PACA et président d'un OFS qui engage la production de pas mal de logements. Je vais faire comme mes collègues, je vais remercier tout le monde puisque vous êtes nos partenaires pour le BRS, la Banque des Territoires, Action Logement et les 3 partenaires bancaires qui effectivement accompagnent nos clients. Mais je vais vous donner un témoignage, c'est que les partenariats sont très divers suivant les territoires. C'est-à-dire qu'on a des opérations sur lesquelles, sur des départements, on trouve des partenaires bancaires pour financer nos clients, et quand on franchit la frontière et qu'on va sur le département d'à côté, ça ne marche plus. Donc en fait, ce sont des questions de personnes, et il y a des départements sur lesquels c'est très difficile de trouver des partenaires. Je ne parle que d'expérience traitante parce que nous, on a démarré il y a 2-3 ans et on tremblait beaucoup parce que la plupart de nos clients ne trouvaient pas de financement. Maintenant, grâce à vous, ils en trouvent, mais ça dépend vraiment des territoires. Donc si vous pouviez faire ruisseler, selon un terme à la mode, dans vos engagements sur l'ensemble des territoires, ça nous aiderait parce qu'il y a vraiment des territoires sur lesquels on rame encore beaucoup. Merci. Écoutez, on va peut-être rester sur cette déclaration d'amour à vous tous, et de demande aussi de davantage de preuves d'amour, peut-être, c'est un peu ce que j'entends là. Merci à vous d'être venus pour cette rencontre avec l'assistance. Ces questions continueront à être abordées demain. La plénière du matin sur BRS et inflation parlera nécessairement de taux, mais aussi lors de l'atelier. Donc merci beaucoup, bonne soirée. Et il y a un petit cocktail qui vous attend pour fêter de façon un peu conviviale cette première journée.